Bonjour, nous sommes le 20 mars 2023. Comment explique-t-on les choses? Voilà, j'ai un blog depuis 2008, ça nous fait un certain nombre d'années, ça nous fait 15 ans, 16 ans. Je suis enseignant, j'ai été enseignant à différentes époques dans ma vie. J'ai participé dans le secteur public et dans le secteur privé à beaucoup de réunions. J'ai essayé de faire passer mon point de vue et en ce moment, un problème se pose quant à l'explication. Il y a des événements, en particulier le passage en force de la, de la, de la réforme de la retraite en France par décret, par le 49.3. Et quand j'explique pourquoi on est arrivé là, quand je donne les raisons, quand je montre la succession des événements, l'enchaînement des événements, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que le cadre dans lequel je décris les choses me conduit à des conclusions et à des recommandations qui sont à ce point hors du cadre qu'il y a une difficulté majeure à faire passer mon point de vue. Et je vais un peu illustrer cela. Le 19 avril 2022, il y a presque un an, j'ai fait un billet sur mon blog où j'expliquais une succession d'événements probables. Je commençais par la Covid, le confinement, l'interruption de certaines chaînes d'approvisionnement, en particulier venant du pays, la Chine, où la pandémie avait démarré. Cette rupture dans les chaînes d'approvisionnement, parfois même des ruptures de stock, a conduit à du renchérissement, à des interruptions, bien entendu, à du renchérissement des produits. Cela produit une inflation, la hausse généralisée du prix des produits conduit à ce qu'on appelle un phénomène monétaire d'inflation. Et les banques centrales, dans un cadre libéral, même ultralibéral, ont pris l'habitude de tenter de contrer l'inflation en augmentant les taux directeurs, dans la mesure où elles ont un pouvoir pour pouvoir décider du niveau de ces taux. Elles peuvent le faire directement pour les taux à très très court terme en disant ce sera à partir de demain ce sera plus 2,75, ce sera 3. Elles peuvent agir aussi sur les taux à plus long terme par des ventes et des achats d'obligations d'État. C'est une manière de faire pression. Et les banques centrales ont pris la très mauvaise habitude, dans le cadre de la théorie économique prévalente qui est absolument fausse, de considérer qu'il faut protéger à tout prix le rendement des taux pour ceux qui prêtent de l'argent. La rente, il faut protéger les rentiers et le moyen de le faire, c'est donc de lutter contre l'inflation, non pas en agissant sur l'offre et sur la demande, comme c'est parfois raconté, mais en permettant aux rentiers de continuer d'avoir des revenus, c'est-à-dire que les taux d'intérêt qui sont véritablement versés soient supérieurs à l'inflation, sans quoi l'inflation éroderait entièrement les revenus sur le capital de ce type. Alors, ça a pour conséquence en particulier que les États émettant de la dette doivent l'émettre à un taux plus élevé, c'est-à-dire que le service de la dette, payer les intérêts que l'État doit payer, s'est engagé à payer aux acheteurs d'obligations, c'est-à-dire aux personnes qui ont prêté de l'argent aux États, il y a moins d'argent pour le social, parce que nous avons pris cette autre très mauvaise habitude de considérer que l'aide à la population, surtout ce qu'on appelle le social, c'est un luxe qu'on peut se permettre quand il y a de la croissance, et quand il n'y a pas de croissance, on ne peut pas se le permettre. Donc, s'il y a augmentation des taux d'intérêt en réaction à l'inflation, il y aura moins d'argent pour le social et les États vont essayer de faire des économies. Par ailleurs, quand les banques centrales décident une hausse des intérêts, cela veut dire que l'État en particulier va émettre des obligations, va emprunter à des taux plus élevés, qu'il n'avait fait dans les années précédentes. Et cela veut dire
que les obligations en circulation qui ont été mises les années précédentes à des taux inférieurs à ceux que l'on consomme maintenant vont se déprécier. Pourquoi? Parce que quand on vous dira maintenant on émet une obligation à autant à du 4%, d'accord? Et à partir de maintenant, quand l'État emprunte, il emprunte à du 4% pour cette durée, une durée particulière, ce qu'on appelle la maturité de l'obligation. Celles qui ont été émises précédemment à du 2% et du 3%, si on veut les acheter sur le marché, elles valent moins, elles rapportant moins que du 4%, leur prix va se dévaluer. Et si des banques se sont constituées, comme les États aiment bien qu'elles le fassent, de toute manière, des grands portefeuilles justement remplis de ces obligations, la valeur marchande, le prix auquel ils pourraient revendre éventuellement ces portefeuilles, va baisser. Et donc, les banques vont avoir des avoirs dépréciés qui sont des portefeuilles d'obligations. Si ces banques sont fragiles à ce moment-là, elles seront victimes de ce qu'on appelle un crash obligataire ou une crise obligataire, c'est-à-dire la dépréciation, la dévalorisation de justement ces portefeuilles d'obligations d'État qu'elles ont en leur possession. C'est cela, c'est une dépréciation de ce type-là qui a causé il y a quelques semaines la faillite de la banque Silicon Valley Bank aux États-Unis. Une banque aux États-Unis qui s'appelle Signature, qui était dans une position assez semblable avec un facteur aggravant, le fait qu'elle avait un portefeuille important de crypto-monnaies qui sont des choses, des jetons qui n'ayant aucune garantie véritable dans l'économie, se déprécient encore davantage puisque c'est uniquement la croyance dans le fait que ça a une valeur quelconque qui soutient le prix de ces crypto-monnaies, le mot monnaie devant être mis entre guillemets. Bon. C'est-à-dire que quand je vois un an plus tard, un an après avoir publié mon billet, le fait que effectivement des banques sont victimes de la crise obligataire, du crash obligataire, quand je vois les gens dans la rue, je pense à l'explication générale que j'ai donnée, qui est que c'est une conséquence quasiment inéluctable. Il faut que je revienne sur le mot inéluctable, du fait qu'il y a eu des confinements et que ces confinements ont été parfois prolongés et ont touché des régions entières où de la production en grande quantité s'opère. Si l'on voulait protester contre cela, dans la rue, il faudrait aller avec des panonceaux disant inflation, piège à con, en visant tout particulièrement les banques centrales et leur politique de réagir contre l'inflation, l'augmentation du prix des produits en augmentant les taux, en faisant hausser les taux avec les conséquences désagréables que je viens de mentionner. Les gens ne vont pas dans la rue en disant inflation, piège à con. Bon. Parmi les remèdes que j'ai proposés à des baisses considérables des rentrées de l'État, j'ai suggéré, et ça date de 2012, j'ai commencé par faire ça dans un billet, une chronique dans le journal Le Monde. J'ai repris ce thème en particulier de manière détaillée dans un livre de discussion avec Bruno Coleman, l'économiste belge, sur l'état de l'économie à ce moment-là, livre publié donc en 2014. Qu'est-ce que je propose là-dedans? C'est une idée qui fait son chemin. Elle a d'abord été reprise par M. Benoît Hamon en France, comme vous le savez, et récemment, M. Bill Gates aux États-Unis et M. Bernie Sanders, encore plus récemment, reprennent cette idée d'une taxe sur la valeur ajoutée par les robots. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? En particulier parce que ça n'apparaît pas. Quand des travailleurs, des travailleuses sont remplacés par des machines, il n'y a pas un poste qui s'appelle, à l'intérieur de la comptabilité, robot travaillant à la place d'une personne. On change des chiffres dans des colonnes, il y a des choses qui coûtent moins cher à l'intérieur de l'entreprise. Le travail de la machine n'apparaît pas à l'intérieur du système des règles comptables qui sont les nôtres. Alors,
Si l'on veut protester contre cela, il faut protester contre l'état dans lequel se trouve notre système de règles comptables et il faut que les gens défilent dans la rue en disant « règles comptables, ennemis du peuple » et qu'ils défilent en demandant à ce qu'on change cela. Bon, alors, mes premières pancartes, inflation piège à con, mes deuxièmes pancartes, règles comptables, ennemis du peuple. Vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas parce que tout ça dépend du fait d'être d'accord avec un schéma qui est un schéma d'explication globale. Voilà. Alors, c'est quand même, je veux dire, en faveur de mon explication d'il y a un an, le fait que tout ce que j'ai annoncé se vérifie, c'est un facteur qui soutient, je dirais, la véracité de mes propos, de mon diagnostic et de mon pronostic. Quand je dis que la richesse existe, mais qu'on ne la voit plus apparaître et qu'en tout cas elle n'apparaît pas sous forme d'impôt parce que le travailleur, la travailleuse remplacée par la machine produit de la richesse qui va tout droit dans les bénéfices de l'entreprise. Et vous ne serez pas surpris de voir que les entreprises font des bénéfices à ce point considérables, alors que la population ne se porte pas particulièrement bien, au point qu'elles utilisent, elles ne savent pas trop quoi faire de l'argent en trop, finissent par racheter leurs propres actions, des choses de cet ordre-là. La difficulté qui est la mienne, c'est que je donne des explications, je propose des remèdes, et que personne jamais ne parle de cela. Pourquoi? Parce que les peuples préfèrent dire monsieur machin, madame machin, les un tel et les ceci, et que dès qu'on donne une explication un petit peu compliquée, on regarde au plafond ou on regarde ailleurs, et en tout cas on ne verra jamais mes panonceaux dénonçant les règles comptables, dénonçant la manière dont les banques centrales traitent l'inflation, alors que c'est à ces deux endroits-là que l'on couillonne, si vous me permettez l'expression, le peuple en question qui aurait raison de dire que c'est à cet endroit-là qu'on lui fait un mauvais coup. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, jusque-là, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que je peux faire des pronostics, que ces pronostics soient probablement de grande qualité, à la suite de diagnostics d'une très très grande qualité eux-mêmes, et que ça ne fera jamais aucune différence parce qu'on me regardera comme toujours avec des yeux ronds en disant qu'est-ce que c'est que votre histoire de règles comptables, qu'est-ce que c'est que votre histoire de la manière dont les... Est-ce que vous n'avez pas compris que c'était une question d'offre et de demande, le fait que les banquiers haussent les taux quand il y a inflation, tout le monde sait ça. C'est pas que tout le monde sait ça, c'est que tout le monde a eu le cerveau lavé d'une certaine manière et que ça produit un produit extrêmement blanc, effectivement, mais dans lequel tout raisonnement a disparu. Le raisonnement a été complètement oblitéré. Quand les robots apparaissent dans les entreprises et qu'on nous dit ça modifie absolument pas la productivité des gens, regardez, on vous montre les chiffres. Et que vous vous demandez comment ça se fait que quand on met un robot à côté d'une personne, voilà, on voit rien du tout, que quand quelqu'un a sa machine à écrire remplacée par un ordinateur qui lui permet de faire 100 fois plus, que apparemment il produit pas plus, etc. Parce que nos règles comptables cachent tout ça à l'intérieur de rouages. Alors, que faire? Heureusement, la cavalerie est arrivée. La cavalerie est là. Elle s'appelle ChatGPT, elle s'appelle GPT-4, ChatGPT GPT-4. Et pourquoi est-ce que ça va arranger les choses? C'est pas parce que ces intelligences artificielles vont prendre le pouvoir à notre place, mais c'est parce qu'il se passe la chose suivante, que j'ai pu constater d'ailleurs quand j'ai écouté, enfin non, plutôt quand j'ai lu le texte d'un article de monsieur Kevin Rose dans le New York Times, raisonnement fait par la machine. Vous le savez tous que je propose par ailleurs un modèle d'intelligence artificielle. Ce modèle d'intelligence artificielle est fondé sur une compréhension à la psychanalytique ressemblant fort au modèle de Freud du fonctionnement d'une personne. Bon,
Quand vous regardez les grands raisonnements faits par les grands techniciens de l'intelligence artificielle, ils vous expliquent et ils vous donnent un modèle. Oui, les gens ont une conscience, la conscience leur permet d'avoir une volonté, la volonté leur permet d'avoir des intentions, et puis grâce à la volonté, ils vont réaliser leurs intentions. Bon. On ne sait pas où c'est cette volonté, on ne sait pas comment se manifestent ces intentions. Quand on essaie de mesurer les intentions, on s'aperçoit qu'elles apparaissent à la conscience une demi-seconde après que les actes aient déjà été initiés, des choses de cet ordre-là. Quand on regarde la manière dont ChatGPT réfléchit à la manière dont les gens fonctionnent, j'ai été épaté. Qu'est-ce qu'il découvre, lui? Il a d'un côté un énorme réseau neuronal, artificiel, mais enfin bon, il est très gros, et d'autre part, il a l'ensemble des données. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme explication du comportement des gens? Il ne vous parle pas du tout de conscience, de volonté, d'intention, de volonté qui réalise des intentions. Il vous produit spontanément le modèle de Freud. Il dit pas c'est le modèle de Freud, et à mon avis, il n'est pas les copié dans Freud, il l'a refait tout seul, il a découvert ça tout seul. Bon, alors, où est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'on va de plus en plus demander, et tout à l'heure il y a une collègue qui m'envoie un message, elle est allée consulter une fois de plus ChatGPT sur un truc, GPT, sur un truc où nous sommes en train de discuter depuis des mois, sinon des années, et on demande l'avis. On demande l'avis, on fait au produit du code, on va voir de ce côté-là, etc. Si ces machines viennent de plus en plus avec non pas les modèles idéologiques qu'on a, mais avec le véritable fonctionnement des choses. Et si non seulement en intelligence artificielle, elle va vous produire, elle va vous réinventer du Freud de son côté en vous disant que c'est comme ça que ça marche, elle va aussi, la machine, elle va aussi faire des raisonnements à la Jorion, c'est-à-dire va connecter le Covid en Chine avec des difficultés d'approvisionnement dans nos pays qui vont provoquer une augmentation du prix des produits, qui vont conduire les banques centrales à augmenter, à hausser les taux avec deux conséquences, qu'il y aura moins d'argent pour le social et que les gens iront dans la rue, et que par ailleurs le portefeuille d'obligations des banques va perdre de sa valeur et que les banques vont s'écrouler. Si la machine se met à faire des raisonnements comme cela, eh bien ils vont se familiariser. On va peut-être même pas essayer de comprendre ce que la machine produit comme modèle, mais on va tenir compte du fait qu'elle sait mieux que nous tous. Alors, moi je vois ça comme l'arrivée de la cavalerie. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'ai fait des analyses qui conduisent à ce que les gens devraient aller dans la rue avec des panonceaux, inflation, piège à con et règles comptables ennemies du peuple. Mais le fait que nous allons tous de plus en plus consulter des machines qui comprennent mieux que nous va nous habituer avec le fait qu'il faut raisonner comme cela. Et on n'appellera plus ça raisonner hors du cadre, on appellera ça la solution de GPT numéro 4 ou numéro 5 ou numéro 12. Voilà, je fonde quelques exploits là-dedans et je vous tiendrai au courant des progrès que j'observerai et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.